C'est ainsi, dis-je, que Hutcheson et ses sectateurs s'efforcent d'établir la nécessité du sens interne du beau, mais ils ne parviennent qu'à démontrer qu'il y a quelque chose d'obscur et d'impénétrable dans le plaisir que le beau nous cause. Que ce plaisir semble indépendant de la connaissance des rapports et des perceptions, que la vue de l'utile n'y entre pour rien, et qu'il y fait des enthousiastes que ni les récompenses ni les menaces ne peuvent ébranler. Du reste, ces philosophes distinguent dans les êtres corporels un beau absolu et un beau relatif. Ils n'entendent point par un beau absolu une qualité réellement inhérente dans l'objet, qu'elle le rende beau par lui-même, sans aucun rapport à l'âme qui le voit et qui en juge. Le terme beau, semblable aux autres noms des idées sensibles, désigne proprement, selon eux, la perception d'un esprit, comme le froid et le chaud, le doux et l'amer, sont des sensations de notre âme, quoique sans doute il n'y ait rien qui ressemble à ces sensations dans les objets qui les excitent, malgré la prévention populaire qui en juge autrement. On ne voit pas, disent-ils, comment les objets pourraient être appelés beaux s'il n'y avait pas un esprit doué du sens de la beauté pour leur rendre hommage. Ainsi, par le beau absolu, ils n'entendent que celui qu'on reconnaît en quelques objets, sans les comparer à aucune chose extérieure, dont ces objets soient l'imitation et la peinture. Telle est, disent-ils, la beauté que nous apercevons dans les ouvrages de la nature, dans certaines formes artificielles et dans les figures, les solides et les surfaces. Et par beau relatif, ils entendent celui qu'on aperçoit dans des objets considérés communément comme des imitations et des images de quelques autres. Ainsi, leur division a plutôt son fondement dans les différentes sources du plaisir que le beau nous cause que dans les objets, car il est constant que le beau absolu a pour ainsi dire un beau relatif et le beau relatif un beau absolu. Du beau absolu selon Hutcheson et ses sectateurs. Nous avons fait sentir, disent-ils, la nécessité du sens propre qui nous avertit par le plaisir de la présence du beau. Voyons maintenant quelles doivent être les qualités d'un objet pour émouvoir ce sens. Il ne faut pas oublier, ajoute-t-il, qu'il ne s'agit ici de ces qualités que relativement à l'homme, car il y a certainement bien des objets qui font sur lui l'impression de beauté et qui déplaisent à d'autres animaux. Ceux-ci ayant des sens et des organes autrement conformés que les nôtres, s'ils étaient juges du beau, en attacheraient des idées à des formes toutes différentes. L'ours peut trouver sa caverne commode, mais il ne la trouve ni belle ni laide. Peut-être s'il avait le sens interne du beau, la regarderait-il comme une retraite délicieuse. Remarquez en passant qu'un être bien malheureux, ce serait celui qui aurait le sens interne du beau et qui ne reconnaîtrait jamais le beau que dans les objets qui lui seraient nuisibles. La Providence y a pourvu par rapport à nous, et une chose vraiment belle est assez ordinairement une chose bonne. Pour découvrir l'occasion générale des idées du beau parmi les hommes, les sectateurs d'Hutcheson examinent les êtres les plus simples, par exemple les figures, et ils trouvent qu'entre les figures, celles qui nous nommons belles offrent à nos sens l'uniformité dans la variété. Ils assurent qu'un triangle équilatéral est moins beau qu'un carré, un pentagone moins beau qu'un hexagone, et ainsi de suite, parce que les objets également uniformes sont d'autant plus beaux, qu'ils sont plus variés, et qu'ils sont d'autant plus variés qu'ils sont plus de côtés comparables. Il est vrai, disait-il, qu'en augmentant beaucoup le nombre des côtés, on perd de vue les rapports qu'ils ont entre eux et avec le rayon, d'où il s'ensuit que la beauté de ces figures n'augmente pas toujours comme le nombre des côtés. Ils se font cette objection, mais ils ne se soucient guère d'y répondre. Ils remarquent seulement que le défaut de parallélisme dans les côtés des heptagones et des autres polygones impair en diminue la beauté, mais ils soutiennent toujours que tout étant égal d'ailleurs, une figure régulière à 20 côtés surpasse en beauté celle qui n'en a que 12, que celle-ci l'emporte sur celle qui n'en a que 8, et ces deux dernières sur le carré. Ils font le même raisonnement sur les surfaces et sur les solides. De tous les solides réguliers, celui qui a le plus grand nombre de surfaces est pour eux le plus beau. Et ils pensent que la beauté de ce corps va toujours en décroissant jusqu'à la pyramide régulière. Mais si entre les objets également uniformes, les plus variés sont les plus beaux, selon eux, réciproquement, entre les objets également variés, les plus beaux seront les plus uniformes. Ainsi, le triangle équilatéral, ou même isocèle, est plus beau que le scalène. Le carré plus beau que le rhombe ou losange. C'est le même raisonnement pour les corps solides, réguliers, et en général pour tous ceux qui ont quelque uniformité, comme les cylindres, les prismes, les obélisques. Et il faut convenir avec eux que ces corps plaisent certainement plus à la vue que des figures grossières
où l'on n'aperçoit ni uniformité, ni symétrie, ni unité. Pour avoir des raisons composées du rapport de l'uniformité et de la variété, il compare les cercles et les sphères avec les ellipses et les sphéroïdes peu excentriques, et ils prétendent que la parfaite uniformité des uns est compensée par la variété des autres, et que leur beauté est à peu près égale. Le beau, dans les ouvrages de la nature, a le même fondement selon eux. Soit que vous envisagiez, disent-ils, les formes des corps célestes, leur révolution, leurs aspects, soit que vous descendiez des cieux sur la terre et que vous considériez les plantes qui la couvrent, les couleurs dont les fleurs sont peintes, la structure des animaux, leurs espèces, leurs mouvements, la proportion de leurs parties, le rapport de leur mécanisme à leur bien-être, soit que vous vous élanciez dans les airs et que vous examiniez les oiseaux et les météores, ou que vous vous plongiez dans les eaux et que vous compariez entre eux les poissons. Vous rencontrerez partout l'uniformité dans la variété. Partout, vous verrez ces qualités compensées dans les êtres également beaux et la raison composée des deux inégale dans les êtres de beauté inégale. En un mot, s'il est permis de parler encore la langue des géomètres, vous verrez dans les entrailles de la Terre, au fond des mers, en haut de l'atmosphère, dans la nature entière et dans chacune de ses parties, l'uniformité dans la variété et la beauté, toujours en raison composée de ces deux qualités. Il traite ensuite de la beauté des arts, dont on ne peut regarder les productions comme une véritable imitation, telles que l'architecture, les arts mécaniques et l'harmonie naturelle. Ils font tous leurs efforts pour les assujettir à leur loi de l'uniformité dans la variété, et si leur preuve pêche, ce n'est pas par le défaut de l'énumération. Ils descendent depuis le palais le plus magnifique jusqu'aux plus petits édifices. Le plus petit édifice, depuis l'ouvrage le plus précieux jusqu'au bagatelle, montrant le caprice partout où manque l'uniformité et l'insipidité où manque la variété. Mais il est dans une classe d'êtres fort différents des précédents, dont les sectateurs de Hutcheson sont fort embarrassés, car on y reconnaît de la beauté et cependant la règle de l'uniformité dans la variété ne leur est pas applicable. Ce sont les démonstrations des vérités abstraites et universelles. Si un théorème contient une infinité de vérités particulières, qui n'en sont que le développement, ce théorème n'est proprement que le corollaire d'un axiome d'où découle une infinité d'autres théorèmes. Cependant, on dit « voilà un beau théorème » et l'on ne dit pas « voilà un bel axiome ». Nous donnerons plus bas la solution de cette difficulté dans d'autres principes. Passons à l'examen du beau relatif, de ce beau qu'on aperçoit dans un objet considéré comme l'imitation d'un original, selon ceux de Hutcheson et de ses sectateurs. Cette partie de son système n'a rien de particulier. Selon cet auteur et selon tout le monde, ce beau ne peut consister que dans la conformité qui se trouve entre le modèle et la copie. D'où il s'ensuit que pour le beau relatif, il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait aucune beauté dans l'original. Les forêts, les montagnes, les précipices, le chaos, les rides de la vieillesse, la pâleur de la mort, les effets de la maladie plaisent en peinture. Ils plaisent aussi en poésie, ce qu'Aristote appelle un caractère moral, n'est point celui d'un homme vertueux. Et ce qu'on entend par fabula bene morata n'est autre chose qu'un poème épique ou dramatique, où les actions, les sentiments et les discours sont d'accord avec les caractères, bons ou mauvais. Cependant, on ne peut nier que la peinture d'un objet qui aura quelque beauté absolue ne plaise ordinairement davantage que celle d'un objet qui n'aura point ce beau. La seule exception qu'il y ait peut-être à cette règle, c'est le cas où la conformité de la peinture avec l'état du spectateur gagnant tout ce qu'on note à la beauté absolue du modèle, la peinture en devient d'autant plus intéressante. Cet intérêt qui naît de l'imperfection est la raison pour laquelle on a voulu que le héros d'un poème épique ou héroïque ne fût point sans défaut. La plupart des autres beautés de la poésie et de l'éloquence suivent la loi du beau relatif. La conformité avec le vrai rend les comparaisons, les métaphores et les allégories belles, lors même qu'il n'y a aucune beauté absolue dans les objets qu'elles représentent. Hutcheson insiste sur le penchant que nous avons à la comparaison. Voici selon lui quelle en est l'origine. Les passions produisent presque toujours, dans les animaux, les mêmes mouvements qu'en nous. Et les objets inanimés de la nature ont souvent des positions qui ressemblent aux attitudes du corps humain, dans certains états de l'âme. Il n'en a pas fallu davantage, ajoute l'auteur, que nous analysons pour rendre le lion symbole de la fureur, le tigre celui de la cruauté, un chêne droit et dont la cime orgueilleuse s'élève jusque dans la rue, dans la nue, l'emblème de l'audace.
les mouvements d'une mer agitée, la peinture des agitations de la colère et la mollesse de la tige d'un pavot, dont quelques gouttes de pluie ont fait pencher la tête, l'image d'un moribond. Tel est le système de Hutcheson, qui paraîtra sans doute plus singulier que vrai. Nous ne pouvons cependant trop recommander la lecture de son ouvrage, surtout dans l'original. On y trouvera un grand nombre d'observations délicates sur la manière d'atteindre la perfection dans la pratique des beaux-arts. Nous allons maintenant exposer les idées du père André, jésuite. Son essai sur le beau est le système le plus suivi, le plus étendu et le mieux lié que je connaisse. J'oserais assurer qu'il est dans son genre ce que le traité des beaux-arts réduit à un seul principe, et dans le sien. Ouvrage de l'abbé Batteux, 1746. Ce sont deux bons ouvrages auxquels il n'a manqué qu'un chapitre pour être excellent, et il en faut savoir d'autant plus mauvais gré à ces deux auteurs de l'avoir omis. L'abbé Batteux rappelle tous les principes des beaux-arts à l'imitation de la belle nature, mais il ne nous apprend point ce que c'est que la belle nature. Le père André distribue avec beaucoup de sagacité et de philosophie le beau en général, dans ses différentes espèces. Il les définit toutes avec précision, mais on ne trouve la définition du genre, celle du beau en général, dans aucun endroit de son livre, à moins qu'il ne le fasse consister dans l'unité comme saint Augustin. Il parle sans cesse d'ordre, de proportion, d'harmonie, mais il ne dit pas un mot de l'origine de ses idées. Le père André distingue les notions générales de l'esprit pur qui nous donnent des règles éternelles du beau, les jugements naturels de l'âme, où le sentiment se mêle avec les idées purement spirituelles, mais sans les détruire, et les préjugés de l'éducation et de la coutume, qui semblent quelquefois les renverser les uns et les autres. Il distribue son ouvrage en 4 chapitres, le premier du beau visible, le second du beau dans les mœurs, le troisième du beau dans les ouvrages d'esprit et le quatrième du beau musical. Il agite 3 questions sur chacun de ces objets. Il prétend qu'on y découvre un beau essentiel, absolu, indépendant de toute institution, même divine. Un beau naturel, dépendant de l'institution du Créateur, mais indépendant de nos opinions et de nos goûts. Un beau artificiel et en quelque sorte arbitraire, mais avec quelque dépendance des lois éternelles. Il fait consister le beau essentiel dans la régularité, l'ordre, la proportion, la symétrie en général. Le beau naturel dans la régularité, l'ordre, les proportions, la symétrie observée dans les êtres de la nature. Le beau artificiel dans la régularité, l'ordre, la symétrie, les proportions observées dans nos productions mécaniques, nos parures, nos bâtiments, nos jardins. Il remarque que ce dernier beau est mêlé d'arbitraire et d'absolu. En architecture, par exemple, il aperçoit 2 sortes de règles. Les unes qui découlent de la notion indépendante de nous, du beau général et essentiel, et qui exigent indispensablement la perpendicularité des colonnes, le parallélisme des étages, la symétrie des membres, le dégagement et l'élégance du dessin, et l'unité dans le tout. Les autres, qui sont fondées sur des observations particulières que les maîtres ont faites en divers temps, et par lesquelles ils ont déterminé les proportions des parties dans les 5 ordres d'architecture, c'est en conséquence de ces règles que dans le toscan, la hauteur de la colonne contient 7 fois le diamètre de la base, de sa base. Dans le dorique, 8 fois, 9 dans l'ionique, 10 dans le corinthien, et dans le composite, autant, que les colonnes ont un renflement depuis leur naissance jusqu'au tiers du fût, que dans les 2 autres tiers, elles diminuent peu à peu en fuyant le chapiteau, que les entrecolonnements sont au plus de 8 modules, et au moins de 3, que la hauteur des portiques, des arcades, des portes, des fenêtres est double de leur largeur, ces règles n'étant fondées que sur des observations à l'œil et sur des exemples équivoques, sont toujours un peu incertaines et ne sont pas tout à fait indispensables. Aussi voyons-nous quelquefois que les grands architectes se mettent au-dessus d'elles, y ajoutent, en rabattent et en imaginent de nouvelles, selon les circonstances. Voilà donc, dans les proportions des arts, un beau essentiel, un beau de création humaine et un beau de système. Un beau essentiel qui consiste dans l'ordre, un beau de création humaine qui consiste dans l'application libre et dépendante de l'artiste des lois de l'ordre, ou pour parler plus clairement, dans le choix de tel ordre. Et un beau de système qui naît des observations et qui donne des variétés mêmes entre les plus savants artistes, mais jamais au préjudice du beau essentiel, qui est une barrière qu'on ne doit jamais franchir. Hic murus aneus esto. Qu'il y ait ici un mur de bronze,
S'il est arrivé quelquefois aux grands maîtres de se laisser emporter par leur génie au-delà de cette barrière, c'est dans les occasions rares où ils ont prévu que cet écart ajouterait plus à la beauté qui ne lui ôterait, mais ils n'en ont pas moins fait une faute qu'on peut leur reprocher. Le beau arbitraire se subdivise, selon le même auteur, en un beau de génie, un beau de goût et un beau de pur caprice. Un beau de génie fondé sur la connaissance du beau essentiel qui donne les règles inviolables. Un beau de goût fondé sur la connaissance des ouvrages de la nature et des productions des grands maîtres, qui est riche dans l'application et l'emploi du beau essentiel. Un beau de caprice, qui n'étant fondé sur rien, ne doit être admis nulle part. Que devient le système de Lucrèce et des Pyrrhoniens dans le système du père André? Que reste-t-il d'abandonné à l'arbitraire? Presque rien. Aussi, pour toute réponse à l'objection de ceux qui prétendent que la beauté et l'éducation est de pas juger, ils se contentent de développer la source de leur erreur. Voici, dit-il, comment ils ont raisonné. Ils ont cherché dans les meilleurs ouvrages des exemples du beau de caprice, et ils n'ont pas eu de peine en y en rencontrer et à démontrer que le beau qu'on y reconnaissait était de caprice. Ils ont pris les exemples du beau de goût, et ils ont très bien démontré qu'il y avait aussi de l'arbitraire dans ce beau. Et sans aller plus loin, ni s'apercevoir que leur énumération était incomplète, ils ont conclu que tout ce qu'on appelle beau était arbitraire et de caprice. Mais on conçoit aisément que leur conclusion n'était juste que par rapport à la troisième branche du beau artificiel, et que leur raisonnement n'attaquait ni les deux autres branches de ce beau, ni le beau naturel, ni le beau essentiel. Le père André passe ensuite à l'application de ces principes aux mœurs, aux ouvrages d'esprit et à la musique, et il démontre qu'il y a dans ces trois objets du beau un beau essentiel, absolu, indépendant de toute institution, même divine, qui fait qu'une chose est une. Un beau naturel dépendant de l'institution du Créateur, mais indépendant de nous. Un beau arbitraire dépendant de nous, mais sans préjudice du beau essentiel.